Chapitre 84. L'an 3 de la Deuxième République française, le 2 juin au soir, M. Louis Bonaparte étant président, M. Léon Fauché étant ministre, M. Guizard étant directeur des Beaux-Arts, voici ce qui se passait dans un salon tendu en étoffe perse au rez-de-chaussée d'une maison de la rue de Chaillot. 5 ou 6 personnes causaient d'art, chose assez étonnante à une époque où l'on ne parle plus guère que de solutions, de révisions, de prorogations. Il est vrai que sur ces 5 personnes, il y avait 4 poètes et un médecin presque poète et tout à fait homme d'esprit. Ces 4 poètes étaient Madame Émile de Girardin, la maîtresse de cette maison de la rue de Chaillot, où l'on était réunis, Victor Hugo, Théophile Gautier, Arsène Houssaye. Le médecin était le docteur Cabarrus. Arsène Houssaye cumulait. Peut-être était-il un peu moins poète que les 3 autres, mais il était beaucoup plus directeur, ce qui rétablissait l'équilibre, directeur du Théâtre Français, dont il a donné déjà 3 fois sa démission, qu'on n'accepte pas, il est vrai. Peut-être demanderez-vous pourquoi M. Arsène Houssaye était si facile à se démettre. Rien de plus simple. Messieurs les sociétaires du Théâtre Français lui font la vie si dure que le poète est toujours prêt à envoyer promener ses demi-dieux, ses héros, ses rois, ses princes, ses ducs, ses marquis, ses comtes et ses barons de la rue de Richelieu pour en revenir à ses barons, à ses comtes, ses marquis, ses ducs, ses princes et ses rois, à ses héros et à ses demi-dieux du XVIIe et du XVIIIe siècle qu'il connaît et qu'il fait parler comme s'il était le comte de Saint-Germain qui était familier avec eux. Maintenant, pourquoi, messieurs les sociétaires du Théâtre Français font-ils la vie si dure à leur directeur ? Parce qu'il fait de l'argent et que rien n'irrite un sociétaire du Théâtre Français comme de voir un théâtre faire de l'argent. Cela peut paraître inexplicable aux gens sensés. C'est inexplicable en effet. Mais je ne me charge pas d'expliquer le fait, je le consigne, voilà tout. Or, en sa qualité de directeur du Théâtre Français, M. Arsène Houssaye songeait à une chose à laquelle ne songeait personne. Cette chose, c'est qu'on était au 2 juin 1851 et que dans 4 jours, c'est-à-dire le 6 juin, on verrait s'accomplir le 244e anniversaire de la naissance de Corneille. Il en fit l'observation tout haut, et se tournant vers Théophile Gautier, « Pardieu, lui dit-il, mon cher Théo, vous devriez bien me faire pour ce jour-là une 60aine de vers sur le père de la tragédie. Cela vaudrait mieux que ce que l'on nous donne ordinairement en pareilles circonstances, et le public ne s'en plaindrait pas. » Théophile Gautier fit semblant de ne pas entendre. Arsène Houssaye renouvela sa demande. « Ma foi non, dit Gautier. Et pourquoi cela ? Parce que je ne sais rien de plus ennuyeux à faire qu'un éloge officiel, fût-ce celui du plus grand poète du monde. D'ailleurs, plus le poète est grand, et plus l'éloge est difficile. « Vous avez tort, Théophile, dit Hugo. Si j'étais en position de faire en ce moment-ci ce qu'Arsène vous demande, je le ferais. Vous vous amuseriez à passer en revue les 20 ou 30 pièces de Corneille, vous auriez le courage de parler de Mélite, de Clitandre, de la galerie du Palais, de Pertarite, d'Édipe, d'Attila, d'Agésilas. Non, je ne parlerai de rien de tout cela. Alors vous ne feriez pas l'éloge de Corneille. Quand on fait l'éloge d'un poète, il faut surtout louer ce qu'il a fait de mauvais. Ce que l'on ne loue pas, on le critique. Non, dit Hugo, je ne prendrai pas la chose ainsi. Je ne ferai pas un éloge vulgaire. Je montrerai le vieux Corneille, errant à pied dans les rues du vieux Paris, avec son manteau râpé sur les épaules, oublié de Louis XIV, moins généreux pour lui que son persécuteur Richelieu, et faisant raccommoder à une pauvre échoppe son soulier troué, tandis que Louis XIV trône à Versailles, se promène avec Madame de Montespan, Mademoiselle de la Vallière et Madame Henriette dans les galeries de Lebrun ou dans les jardins de Lenôtre. Puis je consolerai l'ombre du poète en montrant la postérité, remettant chacun à sa place, et au fur et à mesure que les jours s'ajoutent aux jours, les mois aux mois et les années aux années, grandissant le poète et diminuant le roi. « Eh bien, que cherchez-vous donc, Théophile » demanda Madame de Girardin à Gautier, qui se levait vivement. « Je cherche mon chapeau, dit Gautier.
Girardin dort dessus, dit tranquillement Cabarrus. Oh, ne le réveillez pas, dit madame de Girardin, il ferait un article. Je ne puis pourtant pas m'en aller sans chapeau, dit Gautier. Vous vous en allez donc, demanda Arsène Houssaye. Ah, sans doute, je vais faire vos vers, vous les aurez demain. On tira le chapeau de Théophile de dessous les épaules de Girardin. Il était un peu passé à l'état du gibus, mais qu'importait à Théophile l'état de son chapeau. Il rentra chez lui et se mit à l'œuvre. Le lendemain, comme il l'avait promis, Arsène Houssaye avait ses vers. Seulement, poète et directeur avaient compté sans la censure. Voici les vers de Théophile Gautier sur le Grand Corneille, vers arrêtés par la censure dramatique, comme je l'ai dit, l'an 3 de la Deuxième République, M. Louis Bonaparte étant président, M. Léon Fauché étant ministre, M. Guizard étant directeur des Beaux-Arts. Par une rue étroite au cœur du vieux Paris, au milieu des passants, du tumulte et des cris, la tête dans le ciel et le pied dans la fange, cheminait à pas lents une figure étrange. C'était un grand vieillard, sévèrement drapé, noble et sainte misère en son manteau râpé. Son œil d'aigle, son front, argenté vers les tempes, rappelait les fiertés des plus mâles estampes, et l'on eût dit à voir ce masque souverain une médaille antique à frapper en airain. Chaque pli de sa joue, austèrement creusé, semblait continuer un sillon de pensée, et dans son regard noir, qu'éteint un sombre ennui, on sentait que l'éclair, autrefois, avait lui. Le vieillard s'arrêta dans une pauvre échoppe. Le roi Soleil alors illuminait l'Europe, et les peuples baissaient leurs regards éblouis devant cet Apollon qui s'appelait Louis. À le chanter, Boileau passait ses doctes veilles. Pour le loger, Mansart entassait ses merveilles. Cependant, en un bouge, auprès d'un savetier, pieds nus, le grand Corneille attendait son soulier. Sur la poussière d'or de sa terre bénie, Homère sans chaussures, au chemin d'Ionie, pouvait marcher jadis avec l'Antiquité, beau comme un marbre grec, par Phidias sculpté. Mais Homère à Paris, sans crainte du scandale, un jour de pluie eût fait recoudre sa sandale. Ainsi faisait l'auteur d'Horace et de Cinna, celui que de ses mains la muse couronna, le fier dessinateur, Michel-Ange du drame, qui peignit les Romains si grands d'après son âme. Ô pauvreté sublime, ô sacré dénuement, par ce cœur héroïque accepté simplement, Louis, ce vil détail que le bon goût dédaigne, ce soulier recousu me gâte tout ton règne. À ton siècle en perruque et de luxe amoureux, je ne pardonne pas Corneille malheureux. Ton dais fleur-de-lysée cache mal cette échoppe. De la pourpre où ton faste à grand prix s'enveloppe, je voudrais prendre un pan pour Corneille vieilli, s'éteignant pauvre et seul dans l'ombre et dans l'oubli. Sur le rayonnement de toute son histoire, sur l'or de ton soleil, c'est une tache noire. Ô roi, d'avoir laissé, toi qu'ils ont peint si beau, Corneille sans souliers, Molière sans tombeau. Mais pourquoi s'indigner? Que viennent les années, l'équilibre se fait entre les destinées. À sa place chacun est remis par la mort, le roi rentre dans l'ombre et le poète en sort. Pour courtisans, Versailles a gardé ses statuts, les adulations et les eaux se sont tues. Versailles est la Palmyre où dort la royauté. Qui des deux survivra, génie ou majesté? L'aube monte pour l'un, le soir descend pour l'autre. Le sceptre de Louis, au jardin de Lenôtre, erre seul, et Corneille, éternel comme un dieu, toujours sur son autel voit reluire le feu. Que font briller plus vif en ces fêtes natales les générations immortelles vestales, quand en poudre est tombé le diadème d'or, son vivace laurier pousse et verdit encore. Dans la postérité, perspective inconnue, le poète grandit et le roi diminue. Ça, causons un peu, monsieur Guizard, car vous n'avez pas compté que cela se passerait ainsi. Vous n'avez point espéré que vous en seriez quitte pour quelques mots à double entente insérés dans un journal qui s'imprime hier, qui paraît aujourd'hui et qu'on oublie demain.
Non, quand on fait de pareils outrages à l'art, il est bon que le coupable soit distrait de ses juges naturels et conduit devant la chambre haute, comme vos modèles ont fait pour Trélat ou Cavaignac devant la chambre des pairs, comme vos amis ont fait pour Raspail, Hubert et Saubrier devant la cour de Bourges. Et c'est moi qui vous cite à comparaître, monsieur Guizard, vous qui avez remplacé mon ami Cavé comme chargé du département des Beaux-Arts. Voyons, maintenant que l'on rogne sur tout, n'aurait-on pas rogné quelques lettres à votre emploi, et au lieu d'être chargé du département, ne seriez-vous pas tout simplement chargé du départ des Beaux-Arts? D'ailleurs, j'ai à raconter ce qui s'est passé entre vous et moi il y a 3 mois. Vous rappelez-vous que j'eus l'honneur de vous faire une visite il y a 3 mois? J'allais vous prévenir de la part du directeur du cirque que, pour nous donner le temps d'attendre la barrière de Clichy, nous allions remettre à l'étude le chevalier de Maison-Rouge. « Le chevalier de Maison-Rouge » vous écriâtes-vous? Oui. Mais le chevalier du Maison-Rouge n'est-ce point un drame à vous? Oui. N'est-ce pas dans le chevalier de Maison-Rouge qu'il y a le fameux cœur « Mourir pour la patrie » ? Oui. Eh bien, nous ne laisserons pas jouer le chevalier de Maison-Rouge. Vous ne laisserez pas jouer le chevalier de Maison-Rouge. Non, 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 non. Pourquoi cela? Alors vous me regardâtes en face et vous me dites « Vous ne savez donc pas que le chevalier de Maison-Rouge a contribué à l'avènement de la République ?» Vous me dites cela, monsieur Guizard. Vous me fîtes ce singulier aveu l'an 3 de la République. Monsieur Léon Fauché étant ministre de la République, vous, monsieur Guizard, étant directeur des Beaux-Arts de la République. Je fus si étourdi de la riposte que je ne trouvais que cette réponse à vous faire. Comment diable se fait-il que moi, qui ai perdu 200 000 francs à peu près à l'avènement de la République, je sois républicain, tandis que vous, qui avez gagné une place rapportant une dizaine de 1000 francs, vous soyez réactionnaire? Il est vrai que vous ne daignâtes point me donner la raison de cette anomalie, que je sortis de votre cabinet sans l'avoir trouvée, et qu'aujourd'hui, au moment où j'écris ces lignes, je la cherche encore. Or, dans l'espérance qu'il se trouvera un chercheur d'énigmes plus fort que moi, je me suis résolu à imprimer ce qui m'est arrivé à moi il y a 3 mois, et ce qui est arrivé à Gautier aujourd'hui. Que voulez-vous? Chacun se sert de l'outil ou de l'instrument qu'il a en main. Les uns ont des ciseaux et ils coupent, les autres ont un burin et ils gravent. Moi, ce que j'écris, je vous en préviens, monsieur Guizard, ce que j'écris sera traduit en 8 ou 9 langues différentes. Nous aurons donc, pour nous aider dans nos recherches, les savants de plusieurs pays et les archéologues de 3 générations, car en supposant que mes œuvres ne vivent que le temps qu'il faudra aux rats pour les manger, les rats mettront bien 100 ans à manger mes 1000 volumes. Peut-être me direz-vous que l'ordre d'arrêter les vers de M. Théophile Gautier est venu de plus haut, qu'il est venu du ministre. À cela, je n'ai rien à dire. Si l'ordre est venu du ministre, vous avez dû vous conformer à cet ordre. C'est donc à M. Léon Fauché qu'il faut que je m'en prenne. Soit. Oh, monsieur Fauché, est-il bien possible, si peu républicain que vous soyez, vous qui payez, et en cela, à mon avis, vous avez tort, une subvention au théâtre français pour qu'il exhume les morts et qu'il enterre les vivants, est-il bien possible, je le répète, si peu républicain que vous soyez, que vous ne vouliez pas que l'on dise sur la scène que Corneille a créée, que le génie passe avant la royauté et que Corneille est plus grand poète que Louis XIV n'est grand roi? Mais, monsieur Fauché, entre nous, vous savez cependant bien que Louis XIV n'est grand roi que parce qu'il a eu de grands ministres et de grands poètes. Peut-être me direz-vous que ce sont les grands rois qui font les grands poètes et les grands ministres? Non, monsieur Fauché, vous ne direz pas cela, car je vous dirai, Napoléon, qui était un grand empereur, n'a pas eu de Corneille, et Louis XIII, qui était un piètre roi, a eu Richelieu. Non, monsieur le ministre, Louis XIV, croyez-le bien, et Michelet est un des plus grands historiens qui ait existé, il vous le dira, non, Louis XIV n'est un grand roi
que parce qu'il a eu pour précurseur Richelieu, tandis que Corneille a eu pour précurseur qui? Jodelle. Pour être grand poète, Corneille n'a eu besoin ni de Condé, ni de Turenne, ni de Villars, ni de Catinat, ni de Vauban, ni de Mazarin, ni de Colbert, ni de Louvois, ni de Boileau, ni de Racine, ni de Benserade, ni de Lebrun, ni de Lenôtre, ni même de Monsieur de Saint-Aignan. Non, Corneille prenait une plume, de l'encre et du papier, il laissait tomber sa tête dans sa main, et il était un grand poète. Si vous aviez lu seulement les vers de Théophile Gautier, monsieur le ministre, mais vous ne les avez pas lus, j'en suis sûr, si vous les aviez lus, vous auriez vu que ces vers sont non seulement des plus beaux qu'ait fait Théophile Gautier, mais encore des plus beaux que l'on ait fait depuis que l'on fait des vers. Vous auriez vu que comme forme ils étaient excellents, et que comme pensée ils étaient irréprochables. Un homme qui eût écrit ces vers-là, tel empereur que je connais, et que vous ne connaissez pas, à ce qu'il paraît, tel empereur que je connais eût envoyé la croix d'officier de la Légion d'honneur à une pension. Vous, monsieur le ministre, vous avez envoyé l'ordre de ne pas lire les vers de Théophile Gautier sur la scène du théâtre français. Ah, mais aussi cet ordre peut-être venait-il de plus haut, peut-être venait-il du président de la République. Ah, s'il venait du président de la République, c'est autre chose, et c'est au président de la République que je vais avoir affaire. Mais avec monsieur le président de la République, ce ne sera pas long. Ah, monsieur le président de la République, lui dirais-je, vous qui, au milieu des affaires dont vous êtes accablé, avez oublié tant de choses, auriez-vous, par hasard, oublié que monsieur votre oncle disait de l'auteur du Cid « Si Corneille eût vécu de mon temps, je l'eusse fait prince ». Maintenant que j'ai dit au président de la République, à monsieur le ministre de l'Intérieur et à monsieur le chef de division chargé du département des Beaux-Arts ce que j'avais à leur dire, revenons à l'année 1823, qui avait aussi une censure, mais bien moins dure que celle de 1851.